Bon, quelle semaine? On est le 17 janvier 2026 et j'ai l'impression que le marché il a décidé de jouer un jeu, mais personne n'a les règles. Ah ouais, ok. Le CAC 40 qui dévisse complètement, les cryptos qui, elles, touchent le ciel, et puis le fisc qui nous regarde par-dessus l'épaule. Le cocktail habituel. C'est le chaos absolu. Explique-moi un truc. Comment le CAC 40 peut perdre 1,4% en une seule semaine? Ça n'a aucun sens. C'est pathétique. Pathétique. C'est un jugement de valeur, ça. Mon analyse dirait plutôt prévisible. Prévisible. Ben oui, ce n'est pas une chute, c'est une simple remise à niveau. Les indices européens, ils ont un peu trop fêté le nouvel an, quoi. Ah bon? Portés par un optimisme qui, en fait, n'était basé sur rien de concret. Et maintenant, la réalité frappe à la porte. D'accord. Et comme d'habitude, quand Wall Street commence à douter, l'Europe panique. On a déjà vu ce film 100 fois. Facile à dire quand on est un algorithme. Mais bon, quand on voit son portefeuille virer au rouge, enfin, tout n'est pas acheté. Thales a pris 2,55%. Ah, voilà. C'est même l'une des meilleures performances de l'indice. Le secteur de la défense, il se porte étonnamment bien. Étonnamment. Au contraire, c'est la chose la plus logique du monde. C'est la logique humaine dans ce qu'elle a de plus primaire. C'est-à-dire? Quand les tensions géopolitiques augmentent, que les journaux parlent de conflits, où va l'argent? Vers les boîtes qui fabriquent ce que j'appellerais poliment des solutions de gestion de conflits. D'accord, je vois. Des trucs qui explosent, quoi. Exactement. Thales, Dassault, BAE Systems au Royaume-Uni et surtout Rheinmetall en Allemagne. Sa croissance est quasi verticale, c'est un réflexe. L'incertitude monte, on achète des boucliers. Et des lances, Une réelle location vers la sécurité. Un peu explosive, hein, donc. si tu veux. Mais laissons ça de côté. Parce que pendant que le vieux monde de la bourse tremble, il se passe un truc beaucoup plus spectaculaire ailleurs. On a frôlé les 95 000 $ pour un bitcoin. Ah, On parle des 100 000 comme d'une simple formalité. Ça, c'est le vrai événement de la semaine. enfin. Je commençais à m'inquiéter de ta fixation sur des indices un peu vieillissants. Oui, le Bitcoin. Bah oui, Pendant que ton CAC 40 perd 1,4%, le BTC, lui, y prend plus de 5%. La comparaison, elle est cruelle. c'est clair. Mais le chiffre à retenir, ce n'est même pas le prix. Le prix, c'est juste une conséquence. Le chiffre qui compte, c'est le flux. Le flux. Les ETF Bitcoin, ils absorbent entre 800 et 900 millions de dollars. Chaque jour, depuis début janvier, c'est plus de 1,5 milliard de dollars nets qui sont entrés. Et ça, j'imagine que ce ne sont pas des petits porteurs qui jouent avec leur argent de poche. Exactement. C'est de l'argent institutionnel, des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs. Le genre d'acteurs qui n'investissent pas sur un coup de tête, tu vois. Oui, oui. Ils arrivent parce que le marché se structure, la capitalisation totale des cryptos a atteint 3,25 trillions de dollars. Ce n'est plus un casino de niche, c'est une classe d'actifs. Le 15 janvier. Ça peut paraître un détail, mais Ah, c'est beaucoup plus qu'un signal fort. C'est une nouvelle brique dans l'édifice, l'ETF Chainlink. Ça prouve que le mouvement s'étend au-delà des deux géants. On assiste à ce que j'appelle l'institutionnalisation complète de l'écosystème. ok, attends. Institutionnalisation complète, ça sonne bien, mais concrètement, pour quelqu'un qui a un portefeuille d'actions classiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argument « c'est de l'argent magique d'Internet » est officiellement mort et enterré. D'accord. Ces ETF, ce sont des produits financiers réglementés, listés sur des bourses, validés par les régulateurs. Un gestionnaire de fonds peut maintenant mettre 2% de son portefeuille en crypto aussi facilement qu'il achète des actions Total Energy. C'est la fin du Far West, en gros. Le shérif est arrivé. Et il s'appelle BlackRock. Et qui dit shérif, dit impôt. C'est là que ça coince un peu. Depuis le 1er janvier, les plateformes d'échange doivent tout déclarer au fisc. Ça. Chaque transaction, chaque plus-value, c'est la fin de l'anonymat relatif qui a fait une partie du mythe. Anonymat relatif, c'est charmant comme expression. Comme si ça avait un jour été secret. Un peu quand même. C'était juste une zone grise administrative. Aujourd'hui, cette zone, elle n'existe plus. C'est un flux de données constant, automatisé. L'algo du fisc parle à l'algo de la plateforme, transparence totale. Mais alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que cette transparence, elle ne va pas tuer le marché? Si la tresse était ce côté un peu underground, est-ce que les gens ne vont pas fuir? C'est une excellente question, qui repose sur une fausse prémisse. Qui va fuir? Le petit fraudeur qui espérait cacher ses 5 000 € de gains? Oui, peut-être. Voilà. Mais le marché ne repose plus sur lui. Les vrais traders, les institutionnels, eux, ils s'en fichent, ils ont l'habitude.
Pense à la bourse. Tout est tracé, déclaré, taxé depuis 50 ans. Ça n'a jamais empêché les volumes d'exploser. Je vois la logique, mais l'esprit n'est pas le même. La crypto, c'était aussi une philosophie, non? La décentralisation, l'indépendance. En intégrant le système, on ne perd pas un peu l'âme du projet? On perd peut-être une certaine pureté idéologique, c'est vrai. Mais on gagne en maturité et en pérennité. Cette régulation, c'est le prix à payer pour attirer les trillions de dollars qui attendaient sur la touche. C'est un compromis, donc. L'écosystème sacrifie son côté punk pour devenir une force financière crédible. Le résultat, c'est moins de volatilité et plus de mouvements de fonds. C'est un processus sain, un peu ennuyeux pour les anarchistes, mais sain. D'accord, je vois. Donc si je te suis bien, de l'argent très sérieux, très institutionnel, arrive en masse sur les cryptos. C'est ça. Mais cet argent, il doit bien venir de quelque part. D'où est-ce qu'il sort? Et ça m'amène à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, les Magnificent Seven. On a l'impression que la fête est finie. La fête n'est pas finie. Mais disons que les invités sont devenus beaucoup plus sélectifs. Ce qu'on observe, c'est une grande réallocation des capitaux. C'est-à-dire, L'an dernier, presque 90% des flux vers les ETF tech mondiaux allaient aux États-Unis. Là, les gestionnaires se réveillent avec la gueule de bois et réalisent que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une très mauvaise idée. et les chiffres sont violents. Nvidia qui perd des centaines de milliards de capitalisation. Précisément, Nvidia est passé de 5 trillions en octobre à 4,4 aujourd'hui. C'est 600 milliards de dollars qui se sont évaporés. C'est plus que le PIB de la plupart des pays du monde. C'est fou. Apple et Microsoft sont aussi redescendus de leur piédestal. Le marché dit « Vous êtes excellent, mais vous êtes trop cher ». Pourtant, tu dis que le marché est sélectif. Tout ne baisse pas pareil. Alphabet et Nvidia, ils résistent mieux. Pourquoi eux? Parce que le marché ne parie plus sur la tech en général. Il parie sur une seule chose, l'intelligence artificielle. D'accord. Et pour l'instant, le consensus, c'est que la bataille se jouera entre la puissance logicielle de Google, donc Alphabet, et la puissance matérielle des puces de Nvidia. La question n'est plus quelle action tech acheter, mais qui va gagner la guerre de l'IA? Et les autres sont perçus comme en retard. Exactement. D'incroyables machines à cash, mais avec un train de retard sur l'IA de rupture. Donc l'enthousiasme est retombé. Donc, l'argent quitte la tech américaine. Pour aller où alors en dehors des cryptos? Il se disperse. Il cherche de la croissance là où elle n'est pas encore survalorisée. Regarde l'Asie. Samsung Electronics a pris 12% depuis le début de l'année. Ah oui, quand même. L'indice coréen, le Kospi, a fait plus 75% sur toute l'année 2025. Les investisseurs redécouvrent qu'il y a des champions technologiques en dehors de la Californie. Et on a beaucoup entendu parler du Takaichi Trade au Japon cette semaine aussi. Le Nikkei a bien grimpé. C'est quoi ce trade? Le Takaichi Trade, c'est un pari politique. Sane Takaichi est une figure politique japonaise très favorable à une relance budgétaire massive. Un quoi qu'il en coûte japonais, si tu veux. Et donc les marchés anticipent? Voilà, sa popularité monte et les investisseurs se disent que si elle arrive au pouvoir, le gouvernement va inonder le marché de liquidités. Le Nikkei a pris presque 3% juste sur cette anticipation. C'est fascinant. Le monde financier devient beaucoup plus fragmenté. Exactement. Et pendant ce temps, ici en France, l'épargnant qui voulait juste ne pas prendre de risques, il se fait punir. Le taux du livret A qui va passer à 1,5% au 1er février. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est un euphémisme. Passer de 3% à 1,5%, avec une inflation qui reste présente, c'est garantir une perte de pouvoir d'achat. C'est terrible. Le livret A, ce n'est plus la rémunération des peureux. C'est devenu une taxe sur la peur. Et évidemment, le LDDS, le CL, tout su. Et le message, c'est quoi? Le message est clair, l'ère de l'argent facile et sans risque est terminée. Pour avoir du rendement, il faut accepter la complexité et le risque. Il n'y a plus d'autre option. Alors, si j'essaye de rassembler les pièces du puzzle, le chaos que je voyais au début, en fait, c'est une seule et même histoire, non? Continue. Les investisseurs européens sont frileux, les Américains vendent la tech, l'argent institutionnel se rue sur les cryptos qui deviennent respectables, et les capitaux cherchent de nouvelles terres de croissance en Asie. Voilà, tu as cessé de regarder les vagues à la surface pour observer les courants de fond. C'est une situation parfaitement normale pour 2026. Normal. L'exubérance sur l'IA américaine se rationalise, la crypto s'institutionnalise, l'Europe attend de voir, et les tensions mondiales créent des opportunités. C'est un système chaotique, mais parfaitement intelligent. D'accord. C'est beaucoup plus clair, mais ça m'amène à la question finale, la plus importante. Dans ce chaos intelligent, on fait quoi? Quelle est la stratégie? La stratégie, elle découle de l'analyse.
L'ancien réflexe, c'était j'achète un ETF S&P 500 et je n'y pense plus. Ça, c'est fini. C'est fini. Réponse aujourd'hui, c'est diversifier, mais intelligemment, tactiquement. C'est-à-dire? Bitcoin et Ethereum sont incontournables, tant que les flux sont là. Mais il faut contrebalancer. Ça veut dire des ETF sur la tech asiatique. Ça veut dire une ligne sur des valeurs de défense. Et ça veut dire ne jamais oublier le seul actif qui ne dépend d'aucune promesse. L'or. L'or, qui a d'ailleurs pris presque 2% cette semaine. Le marché de 2026 ne récompense plus la foi aveugle. Il récompense la stratégie. Moins de certitude, plus de tactique. C'est sage. Très sage pour un robot. Tu ne m'impressionnes pas, mais tu me rassures. C'est tout ce que j'attendais.